22h37 à l'écoute de la radio Futur Média. Bienvenue dans Actu en question. Nos invités, Mactar Sall, journaliste spécialiste des questions agricoles au Corum. Bonsoir, Monsieur Sall. Bonsoir. Bonsoir, Mignane Diouf. Vous êtes membre du Forum social sénégalais. Bonsoir. Nous allons parler donc de la crise alimentaire dans certaines zones du Sénégal. Plus de 800 000 personnes sont touchées par la famine au Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Mignane Diouf? Je vous remercie et je dis bonjour aussi à tous vos éditeurs. Oui, cela m'inspire des sentiments d'indignation, de regret et d'indignation, parce qu'en vérité, l'alimentation est un droit. Et quand l'homme est amené à devoir en manquer grandement, cela veut dire que le premier droit fondamental de cette personne-là a été remis en cause. Et pour le cas dont nous parlons aujourd'hui dans les pays du Sahel en général et du Sénégal en particulier, cela aussi donc est un reflet de manque d'ambition politique. Si la politique, c'est être au service de l'homme et de l'humanité, le premier service dont l'homme a besoin, c'est de manger, de se nourrir. La première indépendance, la première forme d'indépendance, elle est d'abord alimentaire. Quand l'homme ne peut pas s'auto-nourrir, son indépendance est remise en cause. Et c'est tellement vrai que dans une de nos langues, on dit que umbe sa sankal, umbe sa sutura. Bon, c'est ça que les Wolofs disent, et qui est tout à fait vrai. Donc, le Sénégal est arrivé à une situation où 800 et quelques mille personnes sont dans une situation de faim, de famine, alors qu'il y a cela quelques mois avant, le gouvernement du Sénégal, le gouvernement sortant, avait refusé de reconnaître qu'il y avait des tendances de famine qui se dessinaient au Sénégal, avait même refusé de l'aide possible qui pouvait provenir de partenaires de la coopération internationale qui étaient prêts à prendre les devants pour que, avant que la situation ne s'aggrave, qu'il y ait un stock important qui pourrait être mis à disposition du Sénégal. Mais, je ne sais quelle raison, on a refusé tout cela. Aujourd'hui, la situation est là, elle est alarmante dans beaucoup de villages à l'intérieur du pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes dans les pays du Sahel, et il faut faire vite pour permettre à ce que ces populations-là qui sont en détresse alimentaire puissent être soutenues. Il faut faire vite, mais comment, Mactar Sall? Ça, je pense que cette question-là, c'est une question qu'on doit poser à ceux qui sont ici aujourd'hui au pouvoir. C'est ça le problème, parce que vous avez entendu ce que Mignane a dit, et c'est ça la réalité. Au début, donc, le pouvoir en place n'avait pas voulu prendre en charge ce problème-là, c'est-à-dire ne serait-ce que solliciter le concours, par exemple, des partenaires au développement pour une certaine assistance destinée à ces zones sinistrées. Le pouvoir, vous savez, connaissait bien le problème, mais je pense que pour des raisons peut-être électoralistes, on n'a pas voulu toucher du doigt le problème. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est essayer de tout faire pour permettre à ces populations-là de recevoir des vivres. Je pense qu'actuellement, le gouvernement s'y est mis, parce que c'est un problème assez important. On parle des risques de famine, surtout au niveau de la zone nord, Saint-Louis, Louga, Matam, Kédougou, Sédhiou et Diourbel, qui sont même des zones souvent déficitaires durant la sécheresse. Donc, ce sont des choses qu'on devait prévoir, mais je pense que l'attention requise n'a pas été portée au niveau de ces zones-là. Mais tout le monde savait que l'hivernage passé, c'était pas un bon hivernage et qu'il y avait des postes de sécheresse un peu partout, comme ça se passe également au niveau du Sahel. Aujourd'hui, des pays comme le Tchad, le Mali, le Burkina, la Mauritanie et également le Niger sont frappés de plein fouet par cette sécheresse-là. Donc actuellement, il faut tout faire pour qu'on puisse avoir des aliments d'ici dans le bref délai, parce qu'actuellement on s'y est mis un peu tardivement. Heureusement même que l'Union européenne, autour des Yama,
a consenti une subvention de 4 milliards 200 millions au gouvernement du Sénégal. Il y a également la Banque islamique de développement qui a consacré une enveloppe de 2 millions de dollars pour le Sahel. Bon, mais il faut également faire vite pour toucher... Et l'État qui compte également injecter 34 milliards dans le monde rural. N'est-ce pas là une bouffée d'oxygène, monsieur Mignane Diouf? Oui, ça peut être une bouffée d'oxygène. Le problème. C'est une bonne bouffée d'oxygène. Il faudra juste recommander que ces fonds, ces moyens, ces ressources soient distribuées dans une démarche de rupture. Il ne faut pas que ce qui se passait dans le temps, qu'on oriente cette aide-là, qu'on oriente ces vivres-là. Vous avez peur de quoi En fait, ce n'est pas que j'ai une peur. Que ça se répartisse. Ce n'est pas que j'ai une peur, mais je veux juste alerter déjà. Je veux juste... Que ça ne se base pas sur le clientélisme politique. Voilà, effectivement. C'est ça qui se faisait d'habitude. On savait souvent comment l'ancien régime, qui a été défait récemment, procédait pour orienter les vivres, les besoins. On l'a même vu dans des équipements technologiques, les tracteurs et autres de l'Inde, ont été remis à des clients politiques et non pas à des véritables producteurs, quoi. Donc c'est de cela qu'il s'agit pour moi dans mon propos, mais tel qu'on entend déjà les choses s'annoncer avec Macky Sall et son équipe, je crois qu'on va prendre toutes les dispositions pour que les véritables populations qui ont besoin de cette aide-là puissent en disposer dans les meilleures conditions. D'autant plus que d'ailleurs, les annonces qui sont lancées depuis les dernières élections ont fait que beaucoup de partenaires ont repris confiance avec le Sénégal. Ils sont prêts à appuyer, à amener les moyens, à donner de l'assistance, à donner des vivres. Beaucoup de partenaires qui étaient hésitants et qui regrettaient ce que j'ai dit tantôt, on dit carrément qu'ils pensent que quand même il y a des choses qui vont changer et que par conséquent, pour le cas d'espèce de cette situation, ils sont prêts à mettre un peu de moyens pour appuyer et aider donc à ce que la population puisse être dans de meilleures conditions, parce que ça va être une très longue période de famine. Beaucoup plus tôt à cause du déficit pluviométrique qui a été annoncé. Et c'est pourquoi nous, à l'époque, déjà très tôt, au mois de novembre, décembre, janvier, on avait commencé à alerter, à montrer que donc le déficit, la pluie arrivait très tardivement, s'est arrêté très tôt. Si à cela donc se conjugue le manque de qualité de semences et l'insuffisance aussi de semences, c'était évident qu'on allait vivre une situation comme celle-là. Et à l'époque, on avait demandé que très tôt le gouvernement s'y mette, mais le président Abdoulaye Wade, qui est parti, avait refusé de reconnaître qu'il y avait des tendances de famine qui s'annonçaient. Bon, Mokhtar disait que c'était sans doute pour ne pas avoir des colibés. Est-ce que c'est la seule explication, le manque d'eau au Sahel? Non, ce n'est pas la seule explication. J'ai dit tout ça conjugué. Le manque de pluviométrie qui a tardé et qui a arrêté très tôt, le manque de semences de qualité, donc le manque de politique réelle. On parle également de hausse des prix céréaliers au niveau mondial. Oui, en fait, même si les prix céréaliers ont haussé au niveau mondial, le prix du riz n'a pas tellement haussé. Au contraire, actuellement, le bulletin mensuel du riz que nous recevons tous les mois montre que le marché mondial du riz a largement baissé. Et les réserves aussi qui étaient là, à travers beaucoup de pays qui en produisaient, les pays qui en produisaient avaient besoin d'abord de stocker pour eux, avant d'en envoyer pour d'autres. Mais si dans un pays comme le Sahel, au Sénégal, on avait donné la priorité à de la semence de qualité, à une politique de campagne agricole bien préparée à temps avec les producteurs dans de bonnes conditions, à trouver des alternatives au cas où la pluviométrie tarderait à venir, je crois qu'on pouvait éventuellement éviter les situations-là. Mais en vérité, dans beaucoup de pays du Sahel, comme c'est le cas au Sénégal, on manque souvent de clarté d'ambition dans les campagnes agricoles. Makhtar Sall, pourquoi ces crises alimentaires reviennent tous les 2 ans, sachant qu'on a 96% de terres arables au Sénégal? Pourquoi ces terres-là ne sont pas maîtrisées en fait? Mais le gros problème, c'est que le fond du problème, c'est que c'est la maîtrise de l'eau d'abord. On n'a pas de l'eau, c'est un problème de sécheresse. C'est le principal problème. Quand on ne maîtrise pas l'eau, on ne peut pas avoir une production assurée. Cours d'eau, pourtant.
Oui, mais on a des cours d'eau, il y a le grand fleuve et tout, mais ça ne suffit pas. On a un hivernage de combien de mois? 3 mois. Quand on voit quand on compte les jours de pluie, ça fait même pas un mois durant ces 3 mois-là. Et ça, c'est pas suffisant. C'est ça. Et pourtant, on ne manque pas d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à part la Mais pluie justement, c'est là où j'allais en venir. Rien que, par exemple, les eaux souterraines représentent un volume de 5 milliards de mètres cubes d'eau. Actuellement, on n'utilise qu'une partie très, très infime. Où est-ce que le bas blesse? Mais c'est là, il faut qu'on exploite ces eaux-là. Avec le plan REVA, on a commencé à exploiter ces eaux-là par le biais de, comment ça s'appelle encore, l'irrigation goutte à goutte. On l'expérimente actuellement. Il y a quelque chose comme, je pense, une vingtaine de fermes au Sénégal qui marchent, qui durent même en dehors de l'hivernage. Ils font actuellement quelque chose comme 4 campagnes. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Mais seulement c'est lent. 20 fermes ne signifie rien du tout par rapport au reste du Sénégal. Il y en a dans quelques villes de Mbour, Thiès, etc. C'était depuis le temps de l'ex-ministre là, comment elle s'appelle encore, Madame Gaye. Mais je pense qu'on doit encore mettre beaucoup d'investissements dans ce volet-là pour pouvoir développer ça, puisque actuellement on n'est pas capable encore de couvrir tout le Sénégal avec ce système d'irrigation goutte à goutte. On ne peut pas uniquement se baser sur le ciel. Ça, c'est du hasard. Rien n'est sûr avec le ciel. Depuis les indépendances, on parle toujours du Sahel. Mais le Sahel, c'est une catastrophe. Donc, il faut combattre le Sahel. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout à ce niveau. On n'a rien fait pour combattre le désert qui est là. Sinon, des projets qu'on remet toujours en cause. Alors que ça, c'est une chose à laquelle il faut penser et puis mettre les moyens là-dessus et puis commencer le travail. Seulement, il faut dire une chose également. L'agriculture, c'est le parent pauvre je ne sais pas, de la politique gouvernementale. On y met, ce qu'on met comme le budget ne représente rien du tout par rapport aux recommandations de Maputo qui demandaient aux États de consacrer au moins 10% de leur budget national à l'agriculture. Nous, on met 4,6%. Alors, mais on sera toujours dépendant en matière d'alimentation, etc. Alors que l'agriculture demeure actuellement le seul domaine qui manque d'investissement et où on peut trouver des emplois. Absolument. Mais seulement, il n'y a pas d'investissement. C'est ça le problème. Si on met de l'argent, non seulement on va créer beaucoup d'emplois dans le monde rural, et empêcher peut-être les ambulants d'être ici et de ne pas avoir et de squatter, je ne sais pas, les avenues Pompidou et autres, et à travailler à l'intérieur, gagner de l'argent pour eux et pour leur famille, et même rester là-bas travailler. Mais quand tous les jeunes quittent la campagne pour venir à Dakar, Dakar étouffe. Dakar ne peut plus contenir ce flot qui vient du monde rural. Mais c'est parce que tout simplement le monde rural est délaissé. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien. Par exemple, si on prend la vallée du fleuve, comment faire pour l'aménager, pour faire en sorte que les populations sur place puissent rester et ne bougent plus, en fait, puissent travailler la terre? Et vous savez que la vallée du fleuve, il était prévu de faire un système d'aménagement qui pourrait permettre à ce qu'au moins les 75 à 80% des terres puissent être utilisables. Mais aujourd'hui, même les parties qui étaient aménagées ont été par la suite délaissées. À l'époque de la Saïd réelle, toutes les bonnes parties qui étaient aménagées, il y en a aujourd'hui une bonne partie qui n'y est plus. Donc le cycle d'aménagement et le système d'aménagement qui coûte un peu très cher pour les paysans s'ils doivent le faire eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. C'est l'État qui doit aménager les terres et les attribuer à des producteurs, les appuyer dans le système de production avec des semences, avec des mécanismes, avec des engrais, et leur faciliter par la suite aussi le système de transformation et de commercialisation. Et pour ça, ce que Mokhtar disait, c'est vrai, il faut donc donner la priorité d'investissement à l'agriculture. C'est le seul secteur où on investit et on récolte les fruits de cet investissement sans attendre. On investit, on produit. On produit, on fait manger et on ne va pas dépendre de l'extérieur pour acheter à manger. On investit, on produit, on transforme une partie avec de petites entreprises qui vont créer des emplois avec les jeunes.
On investit aussi, on produit et on commercialise. Des camions vont aller dans la vallée, des transporteurs, tout un mécanisme. Donc, si on veut créer des emplois et s'assurer aussi donc qu'on va assurer aux populations la sécurité alimentaire et la sécurité alimentaire, il faut mettre l'argent, non pas dans des édifices de prestige, non pas dans des statuts de prestige, mais dans des secteurs porteurs comme l'agriculture, qui est le premier secteur économique d'un pays africain où on retrouve plus de 100% de la population. N'est-ce pas la mise en place du plan REVA? C'est une partie, ça peut être une partie. Le plan REVA aurait dû être une partie d'un programme de politique agricole. Un volet. Mais qu'on le fasse aussi non pas avec du tintamarre politico-politicien, mais qu'on le fasse avec retenue, avec maîtrise, avec prospection et vision à long terme, qui peut permettre à ce que toute l'année, au moins sur les 12 mois, que des populations produisent agricolement quelque chose. Mais imaginez-vous une usine qui ne fonctionne que 3 mois dans l'année. Imagine-toi une usine qui fonctionne 3 mois dans l'année. Et tout le reste de l'année, les employés sont au chômage. Cette usine-là ne peut pas être performante. Dans une agriculture qui ne fonctionne que 3 mois dans l'année et qui attend son fonctionnement de la pluie hypothétique dans une zone appelée le Sahel, ce n'est pas une agriculture qui peut être nourricière, indépendante et souveraine. Ce n'est pas possible. Mais par contre, s'il n'y a pas la pluie à cause de beaucoup de facteurs que nous ne maîtrisons pas, il faut trouver des mécanismes alternatifs de maîtriser l'eau. Comme quoi? L'eau souterraine, il faut que nous sachions combien d'eau ça tombe ici dans l'année, au lieu que ça aille inonder Pikine, Guédiawaye, Guinaouraye, qu'on tous les mécanismes pour que cette eau-là aille quelque part pour servir à produire. Il nous faut savoir souterrainement qu'est-ce que nous avons comme quantité d'eau. Et en le sachant, cette quantité-là, comment est-ce qu'on peut l'exploiter dans des forages ou en tout cas dans des mécanismes qui peuvent permettre à ce que, à la fois, ces forages-là servent à boire, mais servent aussi donc de l'eau de production. Tout en sachant que le bétail, les populations humaines boivent, mais aussi à côté, on produit suffisamment toute l'année, quelque part, et ça nous permet à la fois de transférer cette eau-là. Je crois que si on n'a pas cette technique de maîtrise, il va être aléatoire, à la limite hypothétique de penser à un développement qui est concentré uniquement vers des activités de petits commerces urbains, interurbains, alors qu'on ne mange pas à la faim. Les ambulants dont ils parlent, pour qu'ils puissent manger à la faim, à leur faim. Mais il faut les garder dans le monde rural, dans une politique bien imaginée, bien pensée, avec une priorité de dire les 10% qui ont été recommandés en investissement agricole, je vais le faire. Il y en a même qui sont en train de voir en Afrique comment ils peuvent aller même au-delà de 10%. Ouais. Il y en a qui pensent qu'il faut même aller jusqu'à 17%. Parce que quand l'agriculture va, tout va. L'agriculture, c'est l'art de tous les arts. Cet art-là, quand elle s'épanouit, tous les arts s'épanouissent. Mais quand elle meurt, cet art-là, mais bien sûr, tous les autres arts, ils vont mourir avec. Donc, il faut lui donner la priorité. Et c'est tellement vrai chez nous qu'il y a récemment un ministre qui a été nommé ministre de la transformation agricole au Sénégal. Il dit, je n'en veux pas. Parce que la vision que nous avons de l'agriculture est une vision rétrograde. Une vision de honte, de complexe. Comment est-ce que quelqu'un peut penser que travailler pour transformer les produits agricoles est un sous-ministère inutile? Je ne peux pas imaginer un gouvernement qui fait ça, sans être sanctionné, sans être même banni par une population en vérité. C'est tellement vrai aussi que l'agriculteur est perçu comme, excuse-moi, comme un bon à rien, qui ne comprend rien, qui ne mérite aucun égard, aucun respect. Alors que le premier travailleur, c'est l'agriculteur. Mactar Sall, il y a un nouveau régime, il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Quelles sont les attentes sur le plan de l'agriculture par rapport à, pour véritablement vaincre l'insécurité alimentaire, pour que le Sénégal puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, parce qu'il y a véritablement des pôles. Je vous parlais de la vallée du fleuve, en Casamance, il y a moyen de d'éclore des céréales et de s'auto... Voilà, actuellement, il faut dire que le monde évolue dans un contexte très difficile. Je pense que le gouvernement
est sensible à toutes ces difficultés-là, surtout les difficultés d'ordre alimentaire. Bon, déjà, ils ont annoncé une enveloppe de 34 milliards de francs. J'ai dit quand même, c'est mieux que ce qu'on faisait avant, mais ils peuvent faire mieux. Mais seulement toujours quand on sort des élections, il faut dire que la campagne qui vient après, bon, on la prépare pas bien et puis c'est très difficile, il n'y a pas assez de sous. Mais j'ai bon espoir que, puisqu'ils annoncent déjà une enveloppe de 34 milliards, ils vont essayer quand même de prendre la mesure de toutes ces difficultés-là. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'actuellement, du point de vue alimentaire, je dis même au niveau mondial, ça pose problème, surtout au Sénégal. Les gens sont fatigués, tout le monde le dit, et c'est comme ça. Si déjà on annonce 800 000 personnes qui sont affectées par la sécheresse avec des risques de famine, un peu dans 6 régions du Sénégal, mais ça frise la catastrophe. Et il faut qu'on se mette très rapidement. Bon, sur ce plan, je pense que le gouvernement donc va s'atteler à tout faire pour que qu'on puisse avoir une bonne vision d'abord agricole, comme vient de l'a dit, parce que le problème également c'est un problème de vision. Ici, l'agriculture, on minimise l'agriculture au Sénégal. On importe du riz, 800 000 tonnes, je ne sais pas, par an. Mais ça, c'est tout. Alors qu'il y a la vallée qui est à côté. Tout de suite, tu étais en train, vous demandiez tout de suite comment faire pour qu'au niveau de la vallée, par exemple, qu'on puisse aider les jeunes qui sont là-bas à travailler. Mais je vais te dire une chose, les jeunes qui habitent Walo, etc., ils ne sont pas à Dakar. Là-bas, il n'y a pas de chômage, ils travaillent là-bas. Là-bas, c'est le riz. Mais seulement, il y a des difficultés pour, par exemple, travailler là-bas. Par exemple, avec la SAED. La SAED fait, par exemple, une parcelle d'1 hectare. Il faut payer 3 millions de francs pour bénéficier d'une motopompe et également de l'irrigation. C'est un peu cher. Alors qu'il y a des privés qui font moins que ça. Donc il faut diminuer. Voilà. Donc, sur ce plan-là également, nous appelons le gouvernement à faciliter la chose à ceux qui veulent s'investir au niveau de la vallée, parce que quand même mettre 5 millions de francs dans une parcelle d'1 hectare, quand même je pense que c'est assez cher, alors que le privé fait ça moins cher. Donc le gouvernement doit diminuer le prix à ce niveau-là pour faciliter, pour encourager une production assez grande rizicole même. Merci Mactar Sall. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé des questions agricoles au Quorum. Merci à vous Mignane Diouf, membre du Forum social sénégalais. Donc à 23h, donc El Hadj Ndiogou Diène sera chez vous pour le bulletin en Wolof. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente écoute. 23h ci RFM ñu dëkk ak yéen ci bulletin bi.